Enchaîner donc maintenant avec l'intervention donc de Marie Lamarche, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Bordeaux, directrice de la clinique du droit, directrice adjointe du CERFAPS, qui sera accompagnée de 5 étudiantes. Alors, vous dites 5, mais non, il n'y en a qu'une, mais non, en fait, il y en a 5, parce qu'il y en a 4 qui sont en distanciel, voilà, qui sont répartis géographiquement, donc qui vont vous présenter leur travail leur étude sur le secret partagé, donc dans le cadre de la clinique du droit et du Master 2, droit des personnes et des familles, année 2019-2020. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Alors oui, effectivement, ce sont les étudiants du Master droit des personnes et des familles, promotion 2019-2020, qui ont travaillé au cours de l'année passée sur le secret partagé. Ce sont des travaux qui ont été effectués dans le cadre de la clinique du droit. Alors, la clinique, ou l'enseignement clinique, c'est un classique dans le cursus des métiers. C'est de placer les étudiants en situation authentique, c'est-à-dire de les mettre en situation réelle et de leur permettre de mobiliser leurs connaissances pour répondre à des questions qui proviennent de la société. Alors, on a un service d'information juridique qui permet de répondre à des questions juridiques de citoyens. On a aussi des projets qui s'appellent Recherche en action. Ce sont des étudiants qui vont répondre à des questions sociétales. C'est-à-dire qu'il y a un double objectif, à la fois pédagogique et social. Ce sont des travaux pluridisciplinaires, donc ce sont des étudiants en droit qui ne travaillent pas que du droit. Ce sont des questions juridiques qui ne sont pas travaillées hors sol, comme on a l'habitude de le faire à l'université, et les étudiants développent des compétences transverses. Ici, le sujet, comme toutes les recherches en action qu'on a pu faire, provient de la société et les résultats, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sont restitués à la société. Ici, le sujet, comme toutes les recherches en action qu'on a pu faire, provient de la société et les résultats, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sont restitués à la société. À ce titre, je voudrais spécialement remercier les RENA qui permet aujourd'hui aux étudiants de transmettre les résultats des travaux cliniques. Merci à tous de votre confiance. Je remercie aussi l'équipe de la clinique du droit, Emmanuel Burgot, Ludivine Limandas, Marie Desramin, qui ont accompagné ces travaux. Et puis je remercie aussi l'ensemble des professionnels qui a bien voulu répondre aux questions, recevoir les étudiants dans le cadre d'entretiens et permettre donc aux études universitaires de se décloisonner. J'ai pour ma part suffisamment parlé. Je vais donner la parole. Alors, j'ai Jessica Lacombe qui est avec moi, mais il y a aussi en ligne Florine Bernardo, Océane Gongora et Yasmine Araki et Manon Rago, pardon, Manon, qui vont prendre la parole et vont vous exposer les résultats de leurs travaux. Merci de l'attention que vous voulez bien leur accorder. À vous, Jessica. Alors, je vais laisser mes collègues commencer la présentation. Oui, alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors tout d'abord, nous voulions remercier l'ERENA et plus particulièrement Monsieur Bioulac, le directeur de l'ERENA du site de Bordeaux, ainsi que toutes les personnes qui nous ont permis de participer à ce colloque et nous ont donné l'opportunité de présenter les résultats de notre conférence encore qui reste pas des... Ah, salut tout. Pardon. Salut les gens. Ah, ça y est, alors, Greg, tu vois les gens. Bon, mais ça, oui, ben oui, tout à l'heure, on avait le diaporama là. Attends, je vais mettre comme ça parce que. Le problème, c'est le son. T'as du son? Attends. On vous entend Toujours comme vous, j'ai pas de son. Greg vient se connecter. Attends. Il a. Ça toujours rien, on est d'accord. Toi, c'est le son. Vous coupez votre micro. Voilà. Merci. Ouais, mais couper le son, pas le micro, parce que. Je coupe le micro, mais j'y arrive pas. Il faut couper le micro parce que sinon vous avez arrêté la présentation. Oui, c'est que j'arrive pas à couper que le micro et j'ai peur de couper le son qu'on n'a pas depuis le début de la conférence. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes techniques, juste avant cette intervention-là, vous avez un numéro de téléphone qui vous a été communiqué, que je vous redonne rapidement. Donc le numéro de téléphone, vous pouvez appeler le 05 24 54 92 69. Je répète, 05 24 54 92 69. Nous avons une équipe technique qui peut vous aider à résoudre les problématiques de son, voilà, notamment. Question.
Donc, merci de bien effectivement. J'étais sur les remerciements. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont permis de participer à ce colloque et qui nous ont donné l'opportunité de présenter les résultats de notre étude. Nous avons été destinataires avec le Master 2 et la clinique recherche d'interrogations qui ont été soulevées par le milieu associatif, par des professionnels qui sont confrontés en fait au quotidien à la thématique du secret partagé. D'abord, notre travail de recherche a été purement théorique, c'est-à-dire que nous avons déterminé des difficultés qui se posent à la question du secret partagé. Mais ces questions sont restées sans réponse, donc nous avons voulu confronter nos réflexions à la pratique par le biais de la recherche en action et donc par la rencontre avec des professionnels pour obtenir des réponses plus précises sur le sujet. Donc à ce titre, nous avons réalisé 21 entretiens avec des professionnels du secteur médical comme du secteur social. Nous avons donc rencontré des assistants sociaux, des représentants d'associations, des infirmiers, des médecins, des psychiatres, des psychologues et enfin un membre du service juridique d'un centre hospitalier universitaire. Pour avoir encore plus de réponses et encore plus de pratiques sur le sujet, nous avons aussi créé 2 questionnaires en ligne, donc un à destination des professionnels qui a reçu 225 réponses et un à destination des patients qui a reçu 44 réponses dans lesquelles nous abordions le secret partagé pour tenter de déceler les difficultés pratiques qui sont liées. Ces rencontres nous ont permis d'obtenir des réponses précises et d'approfondir le sujet. Donc, nous avons pu réaliser un rapport final intitulé « Les incertitudes relatives au secret partagé dans le domaine médico-social ». Donc, ce rapport comporte des constats pratiques ainsi que des recommandations que nous avons pu rédiger pour améliorer cette pratique. Et le rapport est disponible sur le site de la clinique du droit que nous vous donnerons à la fin de notre présentation. Nous tenons juste à vous constats pratiques ainsi que des recommandations que nous avons pu rédiger pour améliorer cette pratique. Et le rapport est disponible sur le site de la clinique du droit que nous vous donnerons à la fin de notre présentation. Nous tenons juste à vous rappeler que cette étude n'est pas forcément représentative de toute la réalité puisque elle se base sur un échantillon assez réduit. Donc, avant de présenter nos travaux, nous pensons qu'il est essentiel de vous rappeler les contextes qui sont liés à notre sujet. Donc, ces contextes nous ont permis de déceler des causes et de ces incertitudes et nous ont permis de guider nos recherches et notre rédaction. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter contextes sur lesquels nous sommes basés. Tout d'abord, nous sommes basés sur un contexte psychologique et sociologique. Le partage du secret, vous présenter le contexte sur lesquels nous sommes basés. Tout d'abord, nous sommes basés sur un contexte psychologique et sociologique. Le partage du secret peut être libérateur pour celui qui le transmet, mais également un poids pour celui qui le reçoit. Le professionnel se doit donc de trouver finalement le juste équilibre entre l'efficacité pour mener à bien sa mission et le respect de l'intimité. Dans un contexte philosophique, il nous a été soulevé qu'il ne faut pas oublier la question de la dignité de la personne qui ne pourrait consentir ou s'opposer au partage du secret en connaissance de cause. Dans le contexte déontologique, la déontologie vise à fixer les limites du cadre mentir ou s'opposer au partage du secret en connaissance de cause. Dans le contexte déontologique, la déontologie vise à fixer les limites du cadre de l'exercice professionnel et elle apparaît finalement comme le point de départ des évolutions législatives. Ceci a été matérialisé par le phénomène de déontologisation de la loi. Le législateur, finalement, s'est inspiré des codes professionnels. Et enfin, d'un point de vue juridique, il est important de noter, et il a été rappelé précédemment, que le législateur s'est emparé de la question à 2 reprises. Tout d'abord en 2002 avec la loi Kouchner et en 2016 avec le décret. Pourtant, malgré cela, il existe toujours des vides juridiques qui demeurent des sources d'incertitude
pour les professionnels a été affirmée, mais les modalités de ce partage finalement restent indéterminées. De notre recherche théorique, il nous est apparu que finalement dans le domaine médico-social, beaucoup d'incertitudes demeuraient par rapport au secret partagé. Finalement, la première cause de ces incertitudes était la confusion que l'on peut faire entre la révélation du secret, mais aussi le partage du secret. Dans la révélation, l'information va vers l'extérieur, alors que le partage, lui, permet une circulation de l'information entre les professionnels. Donc finalement, cela circule à l'intérieur du cercle des professionnels qui vont prendre en charge une personne. Finalement, notre rapport regroupe 4 types d'incertitudes. Je vais vous les rendre nécessaires. Ensuite, une incertitude quant à l'interlocuteur soumis au secret. Puis, une incertitude concernant le moyen de la transmission du secret. Et enfin, une incertitude qui parle de l'information qui est faite au patient. Alors, l'objet de notre étude a été fait de puis de propositions avec des recommandations face à ces différents constats que nous allons vous présenter par la suite. Toutes ces recommandations qui vont arriver par la suite sont issues de notre travail universitaire et ont pour but finalement d'aider vous qui êtes acteurs dans le domaine médico-social. On voulait juste vous rappeler que ce n'est en aucun cas une critique de notre part, pour vous, praticiens. D'abord, dans un premier point, concernant les incertitudes qui sont relatives à la notion d'information strictement nécessaire, on a remarqué que ces incertitudes sont relatives à la fois sur une notion légale qui a déjà été dit précédemment, qui est floue et indéterminée, ainsi qu'à un manque de formation des professionnels sur cette notion. Dans un premier temps, sur la notion qui est volontairement indéterminée et qui est soumise à l'appréciation des professionnels. Nous avons remarqué que 96,9% des professionnels interrogés sont concernés par la pratique du secret partagé. Cependant, lors de nos entretiens individuels réalisés, de nombreux professionnels nous ont indiqué ne pas savoir concrètement ce qu'est le secret partagé ou confonder la notion avec celle du secret professionnel ainsi que de sa révélation. Le Code de la santé publique ne donne aucune définition du contenu de l'information, ni de son caractère négatif de l'information strictement nécessaire. La notion de strictement nécessaire au niveau doctrinal renvoie à l'idée qu'une information serait absolument nécessaire de partager pour atteindre la finalité observée, c'est-à-dire une information sans laquelle le professionnel qui la reçoit ne pourrait pas faire correctement son travail ou assurer la prise en charge et l'accompagnement de la personne dont il a la charge. La marge d'appréciation des professionnels est donc étendue. Ils apprécient de manière subjective, en leur fort intérieur, quelle information entre dans cette catégorie. Or, chaque professionnel a sa propre interprétation de la stricte nécessité et qui contribue donc aux incertitudes autour de cette notion. Dès lors, une insécurité juridique forte pèse sur les professionnels. Ils s'exposent potentiellement à ce jour à ce que la responsabilité pénale soit engagée pour la violation du secret professionnel. Nos recommandations sur ce point. Sur le droit positif, il faudrait instituer une liste non limitative d'informations strictement nécessaires par la technique du décret d'application. La dimension casuistique de ce qu'est une information strictement nécessaire rend inconcevable la rédaction d'une liste exhaustive d'informations strictement nécessaires dans la loi, mais une liste non limitative éclairerait sûrement les professionnels et serait fondée également sur la pratique. Concernant la soft law, il nous faudrait également constituer des guides professionnels et interprofessionnels de bonnes pratiques en mettant en place une liste d'exemples d'informations strictement nécessaires dans des sources extra-législatives permettant de pallier aux incertitudes relatives à cette notion.
La création de codes de bonne pratique ou d'une grille de critères afin de définir l'information strictement nécessaire permettrait également d'affiner la notion et de guider le professionnel dans sa pratique. Bonne pratique, en mettant en place une liste d'exemples d'informations strictement nécessaires dans des sources extra-législatives permettant de pallier aux incertitudes relatives à cette notion. La création de codes de bonne pratique ou d'une grille de critères afin de définir l'information strictement nécessaire permettrait également d'affiner la notion et de guider le professionnel dans sa pratique. Concernant un manque de formation qui serait à l'origine de la méconnaissance du dispositif législatif. Nos constats sur ce point, au cours de leurs études, 80,7% des professionnels interrogés nous ont indiqué avoir été formés au secret professionnel. Cependant, 48,4% d'entre eux ont considéré insuffisante cette formation, voire très insuffisante. La plupart du temps, la formation n'a pas évoqué la notion de secret partagé et uniquement celle du secret professionnel. De plus, de la méconnaissance du dispositif législatif. Nos constats sur ce point, au cours de leurs études, 80,7% des professionnels interrogés nous ont indiqué avoir été formés au secret professionnel. Cependant, 48,4% d'entre eux ont considéré insuffisante cette formation, voire très insuffisante. La plupart du temps, la formation n'a pas évoqué la notion de secret partagé et uniquement celle du secret professionnel. De plus, concernant la formation continue, nous avons constaté une absence d'offres de formation ou, lorsqu'elles existaient, une méconnaissance par les praticiens et les professionnels dans le secteur médico-social de leur existence. Enfin, il existe une auto-formation qui est réalisée par les professionnels sur une initiative strictement personnelle et lorsqu'elle est réalisée, ils estiment en fait que leur formation a été. Enfin, il sera nécessaire également d'observer le développement de la e-santé qui est de la compétence et de la responsabilité des pouvoirs publics. Nous avons deux exemples en ce sens, c'est le développement de Mon Portail Santé ainsi que du dossier médical partagé. Ces deux exemples nous permettraient peut-être d'avoir une uniformisation de l'appréhension de la loi, de la notion de strictement nécessaire et de son interprétation. Bonjour à tous. Alors, je vais poursuivre la présentation en vous présentant les incertitudes qui sont relatives à l'interlocuteur soumis au secret partagé. Donc le constat général qui a été fait, c'est que le partage des informations protégées par le secret est omniprésent et il fait partie intégrante du quotidien des professionnels. En effet, on a 98% des professionnels interrogés qui disent partager dans le cadre de profession destinataire de l'information. La seconde difficulté relevée, c'est qu'il existe une divergence dans le partage des informations, pouvant s'expliquer par l'utilisation d'un vocabulaire différent entre les fonctions et les missions des différents professionnels. Enfin, la troisième difficulté, c'est l'existence de réunions pluridisciplinaires rassemblant tous les professionnels d'une structure et échangeant sur l'ensemble des patients. Donc ça veut dire que des informations personnelles sont divulguées et entendues par des professionnels qui ne prennent pas en charge le patient. Ainsi, et à ce titre, nous proposons de pouvoir améliorer les réunions pluridisciplinaires dans leur organisation. Nous recommandons alors qu'elles soient organisées en fonction de la situation personnelle du patient et non en réunissant des professionnels qui s'occupent simplement du patient. Et ceci afin d'éviter que l'ensemble des professionnels entendent des informations qui ne pourraient ne pas les concerner. On a pu émettre différents constats. Le premier étant que l'utilisation de divers logiciels par les professionnels ne permettent pas un suivi régulier du patient, ce qui va engendrer parfois un partage trop important. Nous avons donc émis une recommandation sur ce point, c'est d'uniformiser les logiciels en un seul et même logiciel, tout en limitant l'accès des dossiers patients seulement aux professionnels qui les suivent, avec un historique des accès aux dossiers. Cela permettrait, selon nous, de renforcer le secret partagé et notamment d'éviter les abus. Le second constat concernant cette incertitude relative au mode de transmission a été que le partage
à l'oral qui est fait très souvent entre professionnels permet de partager des informations sur les patients, mais permet d'en partager trop. Donc, notre recommandation serait que le logiciel à l'oralité. Finalement, l'écrit serait le principe et l'oral l'exception dans des cas très limités, comme en cas d'urgence, par exemple. Le secret partagé de manière écrite permettrait une meilleure sécurité des données du patient et de se limiter à vraiment ce qui est strictement nécessaire. Enfin, notre troisième constat a été sur la présentation finalement des logiciels qui n'est pas toujours faite aux patients, du moins pas dans leur globalité. Notre recommandation sur ce point serait d'émettre un devoir d'information pour le professionnel concernant la présentation du logiciel sur la durée de la conservation des données, leur contenu, mais également les destinataires. Je vous remercie. Bonjour, enfin concerne celui d'une double méconnaissance, donc à deux niveaux. Tout d'abord concernant les patients et usagers, mais également concernant les professionnels. La première difficulté, c'est donc une méconnaissance par les patients et usagers du régime légal régissant l'information, mais également une confusion des notions entre le droit d'opposition, le consentement ou encore l'équipe de soins. La seconde difficulté est celle de la méconnaissance de la part des professionnels qui n'informent pas suffisamment les patients et usagers de leurs droits, alors que le Code de la santé publique contraint les professionnels à avertir systématiquement les patients, et ce, à chaque fois que le partage sera à nouveau nécessaire. Il y a donc une idée de réitération. L'explication qu'on a pu obtenir de ce phénomène au cours de nos entretiens, on a pu donc obtenir cette explication par les professionnels, les patients, et ce, à chaque fois que le partage sera à nouveau nécessaire. Il y a donc une idée de réitération. L'explication qu'on a pu obtenir de ce phénomène au cours de nos entretiens, on a pu donc obtenir cette explication par les professionnels qui nous ont indiqué ne pas avertir systématiquement les patients et usagers afin d'éviter d'entraver la poursuite des soins. Pour autant, dans notre questionnaire, 93% des personnes interrogées ont affirmé ne jamais avoir utilisé leur droit d'opposition, alors que 65% d'entre eux estimaient pouvoir le faire. On constate donc que le fait d'avertir le patient n'entraverait pas de manière fatale la poursuite des soins. À ce titre de l'information du patient, nous avons émis deux recommandations. La première serait celle de la mise en place d'un document écrit permettant d'attester de l'information du patient. Recommandation. La première serait celle de la mise en place d'un document écrit permettant d'attester de l'information du patient. La seconde serait l'utilisation d'une brochure à destination des patients et des usagers afin de leur expliquer les différentes notions que je viens de vous présenter, ainsi que les régimes juridiques applicables. Pour terminer notre présentation, nous allons vous présenter une recommandation générale en lien cette fois-ci avec le besoin de formation. En effet, on a pu faire un constat général qui est celui d'un manque de formation à divers niveaux, aussi bien sur la notion d'information strictement nécessaire, sur l'interlocuteur soumis au secret, sur les moyens de transmission et enfin sur l'information du patient. Ainsi, nous recommandons de manière générale d'accentuer la formation sur différents axes afin de réduire les incertitudes disciplinaires visant à connaître le langage des professionnels. Cette recommandation est basée sur le témoignage d'un professionnel que l'on a pu rencontrer, à savoir une éducatrice, qui nous a expliqué que dans sa pratique, elle avait des difficultés à comprendre le langage employé par les psychiatres notamment. À ce titre, elle a décidé de suivre une formation à Charles Perrins qui lui a permis de mieux comprendre le langage des professionnels et notamment des psychiatres, et elle a pu nous indiquer que cela l'aidait grandement dans sa pratique. Également par la mise en place de formations visant à aborder le point spécifique de l'information du patient, en reprenant les exigences légales, les mises à jour concernant les évolutions,
ou encore des éclaircissements sur les modalités de l'information du patient et de l'usager. Sans omettre, bien entendu, la nécessité de renforcer la formation théorique des étudiants en leur présentant le cadre légal en cours de poste pourrait être de brève durée ou encore fondé sur une obligation légale d'aménagement du temps de travail à la charge des employeurs ou des structures professionnelles. Nous tenons donc à vous remercier pour l'attention que vous aurez bien voulu nous accorder. Nous restons bien entendu à votre disposition pour des discussions sur chacun des points que nous venons d'aborder. Et nous vous rappelons que notre rapport complet est disponible sur le site de la Clinique du droit de Bordeaux ainsi que sur le site de l'ERENA. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, on va arrêter la présentation et se retrouver. Il y a déjà des questions en lien avec votre présentation. Très clair et on vous en remercie de nouveau, qui ne comporte que des personnes prenant en charge le patient. Proposition en lien avec la deuxième incertitude, comme vous l'aviez présenté. Cela ne vous semble-t-il pas être en contradiction avec le principe de ces réunions, qui est justement d'avoir un avis extérieur sur la prise en charge, donc forcément avec des personnes ne prenant pas en charge directement le patient? Et il y a un petit complément à cette question-là, elle est un peu... Voilà. Matériellement, il est compliqué de faire entrer et sortir des professionnels au gré de ce qu'ils sont concernés ou non par le cas exposé durant la réunion. On essaye de mettre plusieurs cas à l'ordre du jour, donc la réunion va virer au vaudeville. Alors, bonjour, donc c'est moi qui ai présenté les incertitudes relatives donc à l'interlocuteur. Donc on est absolument conscient que nos recommandations peuvent être très difficiles à mettre en place sur le terrain et c'est pas forcément le but non plus. C'est les incertitudes relatives donc à l'interlocuteur. Donc on est absolument conscient que nos recommandations peuvent être très difficiles à mettre en place sur le terrain et c'est pas forcément le but non plus de ces recommandations. Et concernant la première question, donc sur la contradiction, alors justement, il semblerait dire que en fait, juridiquement, le principe du secret partagé, c'est partagé pour l'amélioration de la prise en charge de son patient, donc échanger avec d'autres extérieurs, peut-être pas forcément en lien avec le principe même. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Juste, je vais peut-être... Vous m'entendez? Oui? On m'entend? Juste pour préciser, il me semble, et c'est vrai, je vais peut-être... Vous m'entendez? Oui? On m'entend? Juste pour préciser, il me semble, et c'est vrai que c'est toujours plus compliqué de protéger les droits des personnes que de ne pas les protéger. Et là, on est bien dans la protection de la vie privée des personnes et étendre cette notion d'équipe pluridisciplinaire au-delà des personnes qui prennent en charge, c'est aussi étendre au-delà de l'équipe de soins, au-delà de l'équipe sans que le consentement de la personne n'ait pu permettre cela, me semble-t-il. Alors, d'autres questions viennent se poser. Ne faudrait-il pas revaloriser la valeur de la transmission orale entre les professionnels et les patients, plutôt que de vouloir multiplier les traces écrites de preuves, entre guillemets, des informations transmises? La valeur de la transmission orale entre les professionnels et les patients, plutôt que de vouloir multiplier les traces écrites de preuves, entre guillemets, des informations transmises. Et question un peu complémentaire, qu'en est-il de l'alliance thérapeutique qui ne s'obtient pas seulement sur des documents écrits? Alors ça a été, ce sont des recommandations qui ont été présentées dans ma partie. C'est vrai que quand on a effectué les recommandations dans cette partie, on s'est dit que c'était difficile quand même pour des professionnels que ce soit dans le médical ou dans le social d'atténuer, on va dire, cette oralité parce que on est humain
et c'est ce qui nous vient le plus facilement. Encore une fois, et comme l'a dit ma camarade, ce sont des recommandations qui, pour nous, allaient vraiment dans le sens du droit et qui peuvent être difficiles à appliquer. Mais c'est vrai que ces traces écrites, alors je ne sais pas du tout thérapeutique, mais en tout cas, pour nous, les documents écrits sont vraiment une valeur sûre au niveau de la sécurité des données et au niveau de la traçabilité, en fait. C'est vraiment pour permettre d'avoir ce contrôle, on va dire, sur les informations qui sont partagées. Et on s'est dit aussi, et c'est écrit dans notre rapport, c'est que ça permet aussi de naturellement de limiter en fait les informations qu'on va transmettre, que vous pouvez transmettre en fait entre vous. On va être plus synthétique à l'écrit qu'à l'oral. C'est vrai qu'à l'oral, on aura tendance à émettre des opinions, des sentiments, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pour ça qu'on a voulu privilégier l'écrit, parce que pour nous, c'était vraiment... Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Alors, je vais rajouter un tout petit point complémentaire avec ce qui a été dit par mes collègues. C'est qu'il y a véritablement un petit peu difficile à obtenir. Pour vous, peut-être que l'écrit, ça peut rajouter une charge supplémentaire. Comme on en a parlé également au niveau juridique, et il faudra absolument que la question juridique soit clarifiée, c'est que on peut aussi se dire, si je l'écris, il y a une preuve, il y a une force probatoire, et peut-être que ma responsabilité peut être engagée également. Vraiment, nos recommandations, ce n'est pas un point ou un autre, c'est vraiment une généralité, une globalité, et on ne peut pas, à mon sens, toucher une recommandation, mais pas les autres. Voilà, c'est vraiment une